Salut tout le monde, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui après 2 petites semaines d'absence pour vous parler de mes dernières lectures. Il y en a 4 au programme. Je vais vous parler du premier tome des Arpenteurs de rêve qui s'appelle Chimère captive, du recueil de nouvelles Belladonna, du premier tome de la trilogie des elfes qui s'appelle Le crépuscule des elfes, et du troisième tome de Néa Chronical qui s'appelle Manus Dei. Chimère captive, c'est le premier tome de la trilogie Les Arpenteurs de rêve écrit par Mathieu Rivero. C'est aux Indés de l'imaginaire dans leur nouvelle collection Naos. Chimère captive, c'est le premier livre qui a été publié dans cette collection, c'est donc signé Mathieu Rivero, et là ça se passe à Lyon, c'est de la fantaisie urbaine. On suit Céleste, une jeune adulte qui débarque à Lyon pour ses études, elle a quitté l'outre-mer pour s'installer dans cette nouvelle ville et elle est à la recherche d'une colocation. Elle va très vite trouver son bonheur, un appartement qu'elle va partager avec 2 jeunes garçons, un artiste et un autre garçon un peu plus paumé. Dès les premiers jours de cette nouvelle vie, Céleste va découvrir qu'elle est capable d'aller arpenter les rêves des personnes qui sont autour d'elle et qu'elle est capable de les modifier. Très bonne surprise pour elle, il se trouve que ces 2 colocataires sont également des arpenteurs de rêves, donc ils vont pouvoir tous les 3 aller visiter les rêves des autres et s'en donner à cœur joie. Dans cette intrigue, il est aussi question d'un personnage pas franchement sympathique, une sorte de scientifique, de chercheur qui va essayer de menacer, de faire chanter les 3 jeunes adultes pour leur soutirer des informations parce qu'il s'intéresse énormément à ce qui se passe dans les rêves, à ce pouvoir particulier qui est celui d'arpenter les rêves, et donc il va s'en prendre aux 3 jeunes gens, mais je ne vous en dis pas plus. Je suis assez mitigée sur cette lecture parce qu'en fait j'ai aimé arpenter les rêves, j'ai aimé cette idée, mais malheureusement je trouve que c'est assez mal traité, assez mal développé. Pourquoi? Parce que je pensais, moi, en ouvrant ce livre, que l'on allait faire la découverte de ce pouvoir particulier en même temps que Céleste, qu'on allait s'adapter en même temps qu'elle, que ça allait être un petit peu lent, qu'elle allait découvrir petit à petit l'ampleur de ses pouvoir, ce qu'elle pouvait faire, etc. Mais en fait non, en quelques pages, Céleste accepte cet état de fait, elle accepte ses pouvoirs, et on a l'impression que paf, en un claquement de doigts, elle sait maîtriser ça, voilà, ça paraît absolument normal pour elle d'arpenter les rêves, et ça lui paraît encore plus normal que ces 2 colocataires, par pur hasard, soient également des arpenteurs de rêves, comme si la magie, comme si arpenter des rêves c'était complètement banal et que tout le monde possédait un pouvoir à Lyon. Dans notre époque contemporaine. J'aurais aimé que le traitement de cette découverte, que son apprentissage prenne plus de temps, que ce soit plus crédible, parce que là tout se déroule super vite, tout est accepté, acquis en quelques pages seulement, et ça me paraît complètement improbable. Ce qui est dommage aussi, et ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est que les personnages sont pas hyper crédibles, ils sont un petit peu caricaturaux, et puis ils sont pas franchement sympathiques. Je les ai trouvés très égoïstes, assez lâches la plupart du temps, ils pensent qu'à eux, ils sont très individualistes. On a l'impression qu'ils prennent tout ça pour un jeu malgré des dangers certains. Il y a pas mal de dangers dans ce premier tome, dans cette intrigue. J'ai trouvé ça dommage et je me suis pas du tout sentie proche d'eux. Et c'est encore plus dommage parce que moi quand je lis des histoires j'ai besoin pas forcément de m'identifier aux personnages mais au moins d'avoir de la sympathie pour eux, d'avoir de l'empathie. En fait j'ai eu l'impression, et a priori je ne suis pas la seule, que l'auteur avait écrit quelque chose de beaucoup plus long mais que comme à la fin il fallait que ce soit un texte court, qu'il a coupé des passages comme ça en gros. On a l'impression qu'il manque des pages presque parce que tout semble couler de source. Toutes les explications autour des rêves semblent absolument évidentes pour les personnages et donc pour le lecteur, mais pas du tout. En même temps, il y a certains points qui me donnent envie d'en savoir plus, notamment le chemin qu'emprunte l'intrigue à la fin de ce premier tome et qui, à mon avis, va être le fil rouge du tome 2. Je peux pas vous en dire plus parce que je vais vous gâcher la surprise, mais c'est quelque chose qui m'intrigue et qui m'intéresse fortement, donc j'ai envie de lire la suite pour ça. Ça me donne quand même envie de lire autre chose de l'auteur, à commencer par le tome 2 de cette trilogie, et pourquoi pas sa fantaisie orientale qui s'appelle Or et Nuit et qui est publiée aux Moutons électriques. Pour la première fois depuis mon départ, je ne rêve pas de port aux riches. À chaque fois que je m'assoupissais, je revoyais ma maison, la ville au rythme lent, les silhouettes familières des amis et de ce petit monde insulaire. Quand, assourdi par le bruit du long courrier, j'ai réussi à dormir 1 heure, j'ai tout de même vu défiler des souvenirs de lycée. Mes premières nuits à Lyon ne furent guère différentes. Ma vie sous les tropiques revenait, douloureuse, et je me levais avec le cœur pincé, avec le sentiment de ne pas être au bon endroit. Mais pas aujourd'hui. Je me suis ensuite plongée dans le recueil Belladonna de Cécile Guillot, publié aux éditions du Petit Caveau.
J'ai découvert toutes ces nouvelles en compagnie de Cathy. Nous avons fait une lecture commune, donc nous avons échangé au fil des pages, au fil de notre lecture. Il y a 20 nouvelles dans ce recueil, 20 nouvelles qui sont plus ou moins courtes, certaines font 2 ou 3 pages et certaines arrivent à une soixantaine de pages. Je ne vais pas vous parler de toutes les nouvelles, ce serait beaucoup trop long. Je peux juste vous dire que ce recueil en fait, c'est l'assemblage d'autres recueils qu'avait pu publier l'auteur à d'autres moments, à commencer par le recueil À l'ombre des pleurs qui constitue la première partie de celui-ci. On a également le recueil Là où s'élèvent les sorcières qui correspond à la deuxième partie de ce recueil-là. Et enfin, en troisième partie de Belladonna, on a des nouvelles inédites. Donc en fait, ce recueil Belladonna, c'est un assemblage de nouvelles qui ont été écrites à des périodes différentes. Donc ce qui fait qu'on n'a pas une homogénéité dans le style. Il y a certaines nouvelles qui paraissent beaucoup plus maladroites que d'autres, et comme le recueil n'est pas construit de façon chronologique, enfin du moins on n'a pas les premières nouvelles écrites en début de recueil et les dernières écrites en fin de recueil, non, c'est un petit peu tout mélangé. Donc parfois on va passer d'une nouvelle qui est hyper bien maîtrisée, très bien écrite, voilà, qui est très bien développée, à une nouvelle qui est beaucoup plus simpliste, qui semble beaucoup moins aboutie. Voilà, donc c'est un petit peu bizarre. Par contre, là où il y a l'homogénéité, c'est dans les thèmes abordés par Cécile Guillot. On a évidemment la sorcellerie, la Wicca, qui sont des thèmes chers à l'auteur, également le thème de la maternité qui revient assez souvent dans les nouvelles écrites par Cécile Guillot. A noter également que même s'il y a une certaine maladresse dans certaines nouvelles dans le style, on a quand même une émotion qui est assez présente dans tous les textes. Voilà, c'est un petit peu la force, je trouve, de Cécile Guillot, c'est qu'elle parvient à nous faire passer de belles émotions, des choses assez intenses, assez touchantes. Alors par contre, attention, c'est un recueil quand même assez mélancolique. Je pense qu'il n'y a aucune nouvelle qui se termine franchement bien pour les héroïnes. Là on parle d'héroïnes assez différentes, des sorcières, des fantômes, etc. Mais toutes n'ont pas franchement un destin hyper joyeux. Disons qu'elles vont connaître des rencontres, des moments où elles vont se sentir bien, où tout va sembler aller super bien, et puis au final leur destin va les rattraper, et voilà, il y a une sorte de mélancolie diffuse dans ce recueil. Mais c'est généralement assez beau, assez émouvant. Je vais juste vous lire le début de la nouvelle que j'ai préférée je pense dans ce recueil. C'est une nouvelle que j'avais déjà lue en fait dans un autre recueil de Cécile Guillot et de Mathieu Guibé, recueil qui s'appelle Quintessence Yémal, un tout petit recueil de 4 nouvelles je crois, autour de l'hiver. Donc c'est une nouvelle qui est très poétique, qui a un côté mythologique parce que ça parle de nymphes, et cette nouvelle s'appelle A Bare Tree in Love with the Winter. Tout me ramenait toujours vers cette forêt de conifères. Alors que j'avançais en son sein, l'odeur piquante de la sève et des aiguilles de pin emplissait l'air jusqu'à devenir entêtante et vaguement écœurante. Et au détour d'un chemin, le frêne apparut. Mon frêne. Je fermai les yeux et promenai ma main sur l'écorce rugueuse de l'arbre, essayant de sentir quelque chose. Le froid glacial transformait mes larmes en petites perles qui n'avaient pas le temps de couler le long de mes joues. Combien d'années passées à contempler ces branches nues se déployer sur le bleu céruléen du ciel, combien d'années à espérer que peut-être un arbre amoureux de l'hiver, un arbre tragiquement beau sous l'étreinte mortelle de la bise. Le rituel immuable et triste s'amorça alors. Je m'accroupis sur le sol gelé et ramassai les délicates pierres dorées qui s'amassaient, nombreuses, aux racines. Comme à chaque fois, je me souvenais. Tout avait commencé il y a de cela des siècles, quand nous autres nymphes nous mélangions encore aux humains. La vie n'était alors que fête et beauté. Sans doute ne nous serions-nous jamais imaginé qu'un jour les hommes oublieraient à la fois notre existence et le respect de la nature. À cette époque, mes sœurs et moi vivions à la cour du roi Ezra, dont le château se situait en plein cœur de la forêt de Mélisandre. Les journées avaient la douceur du miel, et le soleil brillait constamment. Même l'hiver restait clément en cette région du sud. Mais la paix et la prospérité ne sont malheureusement pas faites pour durer, et bientôt de mauvaises nouvelles arrivèrent. Et je vous laisse découvrir la suite. Afin de préparer au mieux les Imaginales 2017 qui se déroulent du 18 au 21 mai prochain, donc la semaine prochaine, je me suis constitué une petite pile à lire que je vous ai présentée dans une des vidéos précédentes. Et le premier livre que j'ai lu de cette pile à lire, c'est le premier tome de la trilogie des elfes, premier tome qui s'appelle Le Crépuscule des elfes, c'est de Jean-Louis Fedjen et moi j'ai l'édition Belfond.
Alors en fait ce n'était pas une découverte cette lecture puisque c'est une lecture que j'avais déjà faite quand j'étais ado, quand j'avais 15 ans environ et qui m'avait énormément marqué. Je vous en parle très longuement dans la vidéo pile à lire dont je viens de vous parler et je vous mettrai le lien en description de la vidéo. En fait ce livre a une importance énorme dans ma vie de lectrice. J'avais très envie de le relire parce que quand j'ai vu que Jean-Louis Fedgen était aux Imaginales ça a été ah. Donc j'étais super ravie et en même temps j'étais un peu angoissée par cette lecture parce que je me demandais si ça allait être aussi intense que lors de ma première lecture quand j'avais 15 ans. Donc il y a 15 ans. Et en fait, oui, ça a été super intense, ça a été une relecture absolument géniale, j'ai adoré. Dès les premières lignes, j'ai trouvé ça trop bien. Et je vais commencer d'ailleurs pour vous lire ce prologue, ces premières lignes, parce que je trouve que ça donne une bonne idée de l'histoire, de ce qu'on va pouvoir découvrir dans ce premier tome. C'est trop génial et il faut lire la trilogie des elfes. De nos jours, il n'y a plus d'elfes, presque plus. Les hommes se sont habitués à être les seuls maîtres de la terre et se battent tellement entre eux depuis tant d'années qu'ils ont perdu le souvenir de l'époque lointaine où d'autres races vivaient à leur côté. Le peuple des elfes a disparu brutalement et ceux qui survécurent se sont effacés derrière le paravent des légendes. Oh, il y a toujours des rencontres étranges, des frissons dans le dos et des mauvais rêves, mais nul ne songerait à les attribuer aux elfes. Pendant un temps, les hommes leur inventèrent d'autres noms, Corrigan, Lutin ou Farfadet, puis ils cessèrent même de croire aux contes de fées. Je vous parle d'un âge où les hommes n'étaient que l'une des 4 tribus de la déesse Dana, les Tuatha des Danann, elfes, nains, monstres et hommes. Et à chaque peuple, la déesse avait confié un talisman, symbole de chaque race et garant de sa survie. Les hommes reçurent le Falya, la pierre de Fal, principe même de la souveraineté, qui gémissait dès qu'un roi légitime s'en approchait. Peut-être est-ce pour cela qu'ils crurent pouvoir dominer le monde. Aux elfes échut le chaudron du Dagda, le graal de la connaissance divine. Aux monstres la lance de Lug, le lieu que les moines appelèrent Lucifer, arme terrible qui ne pouvait étancher sa furie meurtrière qu'en étant plongée dans un chaudron empli de sang. Et les nains reçurent l'épée de Nod, qu'ils nommaient Kaletfsh dans leur langue rocailleuse, et qui devint, dans la bouche des hommes, Excalibur. Le monde alors était fait de 5 éléments, l'air, la terre, le feu, l'eau et le brouillard, qui appartenaient aux dieux. Les elfes, la tribu de l'air, étaient un peuple puissant et redouté des hommes. Un peuple sans ville, dispersé dans les bois, sur les rivages ou dans les marais, puisant dans les forces magiques de la nature la force physique qui leur manquait. Grands et minces comme des adolescents, la peau d'un bleu très pâle, le mouvement lent, la voix calme, ils allaient à peine vêtus et semblaient indifférents au froid, à la pluie ou au vent, pareils à des arbres ou à des bêtes. Les hommes que la nature effrayait et qui ignoraient la magie, craignaient les elfes, mais s'acharnaient à copier leur grâce, à imiter leurs fins bijoux d'argent, à reproduire les chants de leurs ménestrels. Longtemps, l'image des elfes est restée le modèle même de la beauté dans le cœur des hommes. Et pourtant, ce sont eux qui ont provoqué leur disparition. Il n'y a plus guère de nains non plus aujourd'hui, ou alors ils sont considérés comme des handicapés, des anomalies. Les nains étaient le peuple de la terre. On disait que leur petite taille résultait d'une adaptation à la vie souterraine, au tréfonds des montagnes, qu'ils aimaient tant, creusant le roc en d'interminables galeries à la recherche de l'or, des pierres précieuses, du métal. Les nains avaient le cœur aussi dur que la pierre qu'ils fracassaient toujours, et leur force était supérieure à celle de bien des hommes. Quand ils quittaient leur montagne pour la chasse ou la guerre, la terre elle-même tremblait. Des 3 peuples, le clan de la mer, celui des hommes, paraissait le plus faible. Et pourtant, peu à peu, courbés sur la terre, de faibles outils en main, ils quittèrent leur rivage et firent reculer les immenses forêts de chênes et de hêtres qui recouvraient le monde. Il y eut bientôt des plaines parsemées de villes fortifiées, de plus en plus grandes, de plus en plus nombreuses. C'était une époque où la vie n'avait aucun prix. Chacun luttait pour survivre, les uns par la magie, les autres par la hargne. La mort était partout. Des elfes isolés étaient pris par des raids de chasseurs nains qui s'amusaient à les jeter vifs sur des lits de braise. Des troupes d'hommes en armes pénétraient au centre des montagnes naines afin d'envoler l'or. Des voyageurs perdus dans les bois étaient retrouvés hâves, comme vidés de leur sang, après avoir croisé le chemin d'un elfe. Et les gnomes, petit peuple sans grâce des villes enterrées, s'armaient de briques et de brocs pour échapper aux rapines. Mais le principal danger était ailleurs. Au-delà des marais habités par les elfes gris, ainsi nommés parce que leur peau avait perdu ses reflets bleutés dans la boue des marécages, s'étendaient les terres noires hantées par les monstres, la tribu maudite des Tuatha de Danann, le peuple du feu. Des créatures repoussantes, gigantesques, que les hommes appelaient gobelins, et qui servaient avec une ferveur de bête celui qui ne pouvait être nommé. Le jour où les armées gobelines avaient jailli des marais, les peuples libres, ainsi que décidèrent de se désigner eux-mêmes hommes, elfes et nains, s'allièrent pour leur livrer la plus terrible des guerres.
Elle dura 10 années et s'acheva par la déroute du Seigneur Noir et de ses légions immondes au prix d'un effroyable carnage. Depuis, les peuples libres vivaient dans une paix relative, sous l'autorité d'un conseil qui réunissait les rois et seigneurs de chaque peuple autour de la pierre de Phale et siégeait à Lot, la plus grande ville des hommes au sein du royaume de l'ogre. Le conseil arbitrait les différends et imposait une loi commune jusqu'au moment où tout bascula. Cette histoire est le récit de ces temps lointains et de ces peuples oubliés par l'histoire. Mais bien sûr, ce sont les hommes qui ont écrit l'histoire. Je pense que ceux qui sont habitués à lire de la fantaisie ont reconnu énormément de références au Seigneur des Anneaux et également d'autres références à la légende arthurienne, à la mythologie celtique irlandaise surtout, et également à tout le folklore et à la mythologie scandinave, ne serait-ce que par l'utilisation des elfes, des nains, etc. Ce qu'avait déjà fait Tolkien avec le Seigneur des Anneaux. En fait, cette trilogie, moi je trouve que c'est un super mélange de tout ça, et j'adore ça. Ce que j'aime vraiment énormément dans cette histoire, et ce qui je pense a bâti un petit peu mon imaginaire, c'est comment sont traités les elfes. Alors oui, ça ressemble énormément au traitement des elfes par Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux, des créatures qui sont proches de la nature, qui vivent dans la forêt, qui sont grands, élancés, imberbes, etc. Mais surtout, ici, je trouve qu'on leur donne un côté un peu plus mystique, puisqu'ils sont ceux qui détiennent une magie presque druidique, et j'aime beaucoup ce mélange en fait. C'est ce qui me manque un petit peu dans Le Seigneur des Anneaux, même si c'est un petit peu perçu, les elfes ont évidemment des pouvoirs dans Le Seigneur des Anneaux, mais là on a plus le côté druidique qui me plaît énormément. Dans ce premier tome, on va faire la rencontre des personnages principaux, à commencer par Liane, la reine des hauts elfes, également Uther, un jeune chevalier qui va devenir Uther Pendragon pour ceux qui connaissent la légende arthurienne, mais aussi un clan de nains dont je ne me souviens plus des noms, mais on va les découvrir petit à petit. On va aussi découvrir un guerrier barbare qui s'appelle Frère, mythologie scandinave. Du côté des hommes, à part Uther, il y a aussi Gorlois et Péléen. Si vous connaissez la légende arthurienne, je pense que ça peut vous dire quelque chose. Et puis on va aussi rencontrer, quelquefois, par apparition un petit peu mystérieuse, un homme-enfant qui s'appelle Myrdine. Enfin, en tout cas, au début, on l'appelle Myrdine. Et pour ceux qui connaissent encore une fois la légende arthurienne, en fait Myrdine c'est le nom elfique de Merlin. Un savant mélange de tous ces personnages dans une aventure qui ressemble au début au premier tome du Seigneur des Anneaux, puisqu'une communauté va se créer pour aller mener l'enquête. Alors là c'est pas pour aller détruire l'anneau unique, mais pour aller mener l'enquête vers les terres noires, donc dans les terres ennemies quasiment. Voilà, donc il y a beaucoup de similitudes. Je sais que ça a gêné certains qui ont adoré le Seigneur des Anneaux et qui ont trouvé ici que ça plagiait. Pour moi c'est pas du plagiat, c'est plus un hommage, des références, des citations à beaucoup d'œuvres que connaissent ceux qui lisent de la fantaisie. Et puis, même si je ne suis pas une spécialiste du Seigneur des Anneaux, encore une fois, je le répète à chaque fois, mais Tolkien, même si c'est un monsieur qui a eu énormément de talent, qui a créé des langues, enfin bon bref, c'était un universitaire absolument génial. Il s'est quand même basé, à la base, sur toute la mythologie scandinave. Donc l'histoire de l'anneau unique qui rendait invisible, l'histoire des nains, des elfes, etc. Tout ça, ça existait avant Tolkien. Lui, il a juste mis bout à bout pour créer une histoire et il a créé un univers absolument génial, on est d'accord, mais voilà, il n'a pas tout inventé. Donc Fedgen, oui c'est vrai, reprend des éléments de Tolkien, mais reprend aussi des éléments de la mythologie scandinave, il reprend des éléments de la légende arthurienne. Moi j'y vois du Barjavel et son enchanteur là-dedans, notamment par ce prologue, je trouve que ça ressemble un petit peu au prologue de l'enchanteur de Barjavel, donc ça me fait bien plaisir, peut-être que c'est moi qui m'imagine des choses, mais j'aime y voir une référence à Barjavel. Voilà, il reprend aussi la mythologie irlandaise avec les Tuatha Dé Danann. Il reprend même, je trouve, un imaginaire pré-raphaélite, ne serait-ce que par l'illustration de cette couverture, qui est une transformation un petit peu du tableau de John William Waterhouse, donc un peintre pré-raphaélite de la toute fin du 19e siècle. Là c'est Ophélia, c'est juste qu'elle a la peau un petit peu bleutée, pour
ressembler à l'elfe décrite par Felgen ici. Mais voilà, sinon c'est une réadaptation du tableau de Waterhouse. Voilà, donc il y a plein de références dans ce texte et plein de références qui me parlent énormément, donc forcément ça ne peut que marcher pour moi. La communauté qui est constituée de 3 nains, de 3 elfes, de 3 hommes et du guerrier barbare frère va partir en quête de réponses, puisqu'il semblerait qu'un elfe démarré, un elfe gris, ait assassiné le roi des nains sous la montagne et lui ait volé une cotte de maille qui a beaucoup de valeur, mais pire encore, a priori, il lui aurait volé Excalibur, l'épée des nains, le talisman des nains. Voilà, donc cette communauté est envoyée pour essayer de préserver la paix entre les elfes et les nains, qui sont déjà deux peuples qui se détestent à la base. Donc pour éviter une nouvelle guerre, le Conseil des hommes et les hauts dirigeants de chaque peuple décident d'envoyer des représentants de chaque race pour aller mener l'enquête et pour faire le jour sur ce mystère, pour retrouver le coupable, le juger et aviser une fois qu'il sera retrouvé. Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu, parce que dès, je pense, le premier jour du départ de la communauté, ils sont attaqués. Nous, lecteurs, on découvre très rapidement que toute cette histoire est une manipulation organisée par les hommes eux-mêmes, parce que les hommes sont des gros connards, qui ont envie de gouverner la Terre entière, et que pour ça, ils ont envie de relancer une guerre entre les elfes, les nains et toutes les autres races pour les exterminer, pour qu'ils ne soient plus que les seuls à gouverner la planète Terre. Je trouve que ce qui est bien dans cette histoire, et ce qui est généralement le cas dans tous les livres imaginaires, c'est que n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas la littérature imaginaire, sous couvert de races, de créatures extraordinaires, de magie, de surnaturel, etc., ça parle de thèmes qui sont excessivement humain et excessivement d'actualité, donc les guerres, la manipulation, le pouvoir, et que derrière ce qui est appelé des nains, des elfes, des gnomes, etc., on parle surtout de tolérance, d'intolérance, de racisme, etc. Donc vous pouvez y voir ce que vous voulez, mais moi j'y vois des thèmes qui sont très forts et qui sont très d'actualité à nous, humains, et que voilà, derrière tout ce surnaturel, derrière ce côté fantaisie qui peut faire peur à ceux qui ont peur des littératures de l'imaginaire, et ben en fait on aborde des thèmes qui sont très forts, qui sont très intenses et qui sont très actuels, qui sont très humains. Voilà, tout ce côté racisme, intolérance vis-à-vis d'autres races, d'autres religions, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose qui me touche énormément, qui me fait rugir quand je lis ce genre de choses, qui fonctionne énormément, qui m'émeut, tout ce que vous voulez. Voilà, donc forcément ça marche d'enfer avec moi cette histoire, et ça me fait beaucoup penser aussi à d'autres histoires qui m'avaient beaucoup marqué, qui sont la trilogie des descendants de Merlin et Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Donc qui sont des sagas qui parlent de légende arthurienne, mais qui derrière la légende arthurienne parlent surtout du conflit entre les religions. Donc là pour le coup entre ancienne religion païenne et religion chrétienne, mais qui peuvent être voilà, encore plus d'actualité, même si ça se passe au Moyen-Âge, même si ça se passe entre les druides, en gros, les anciennes religions et la religion chrétienne, c'est des choses qui peuvent être aussi amenées au XXIe siècle à ce qui se passe dans le monde actuellement. Donc c'est des choses qui me touchent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous invite à dépasser votre peur de littérature de l'imaginaire, à vous dire ouais, c'est surnaturel, il y a de la magie, il y a des elfes, il y a des créatures aux oreilles pointues qui ont des pouvoirs. Il faut dépasser ça, je pense, parce que ça touche des sujets qui sont plus généraux, qui sont plus universels que ça. Voilà, donc n'ayez pas peur et lisez la trilogie des elfes. Je vais me dépêcher de vous parler du troisième tome de Nea Chronicle qui s'appelle Manus Dei, troisième tome toujours écrit par Jean Vigne et toujours publié aux éditions du Chat Noir. Ce troisième tome, j'ai peut-être un peu moins aimé que le deuxième, j'avoue, mais encore une fois, j'ai été hyper surprise par le chemin emprunté par l'auteur. Pour ceux qui n'ont pas lu les tomes précédents, je vous invite à aller plus loin parce que j'ai peur de vous spoiler et ce serait dommage.
Dans le premier tome, on découvrait Néa, une jeune femme de 15 ans qui disparaît pendant 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui revient sans souvenir de ce qui lui est arrivé. Et en fait, elle revient différente puisqu'elle est morte et elle a été ressuscitée, donc elle commence à avoir des pouvoirs. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qu'on va découvrir dans le premier tome. Et au fil des pages, au fil de la saga, on va passer par des intrigues et même des genres carrément différents. Parce que le premier tome, finalement, il partait plus du côté du thriller, un petit peu glauque, même s'il y avait quand même quelques points surnaturels, puisque Néa a des pouvoirs particuliers, mais ça partait quand même plus du côté du thriller un peu glauque et vachement surprenant. Dans le deuxième tome, alors là, on partait carrément du côté d'une légende que j'adore et dont j'arrête pas de vous parler. Voilà comment je vous spoil sans trop vous en dire, mais vous avez compris je pense. Donc comment on pouvait partir de l'histoire très fantasy urbaine de Néa pour partir à cette légende là dans le deuxième tome, j'ai trouvé ça waouh. Je me suis dit l'auteur est hyper fort pour en arriver là. Et alors là, donc on continue dans cette légende, mais on va aussi aller dans le futur, donc on va avoir de la science-fiction, on continue à avoir une enquête policière, et on va aussi dans le passé, donc du côté de cette légende-là. Voilà, donc il y a plein de choses dans cette trilogie, et encore plus dans ce troisième tome. J'ai presque envie de dire que ça part dans tous les sens, mais c'est pas vrai parce que c'est hyper bien maîtrisé. Mais en fait, vous avez 3 sortes de chapitres différents. Vous avez des chapitres qui se déroulent dans le présent de narration, donc dans notre époque contemporaine. Vous avez des chapitres qui se déroulent dans le passé, en 541 après Jésus-Christ. Et vous avez des chapitres qui se déroulent en 3024. Voilà, et tout est lié. Tout est relié par une intrigue hyper bien pensée et qu'on n'aurait jamais imaginé en lisant les premières lignes du premier tome. Je trouve ça complètement fou. Et ça donne l'impression que ça part dans tous les sens, mais en fait c'est hyper bien maîtrisé. Et pour ça, bravo Jean Vigne, parce que waouh. Là où je regrette un petit peu, en fait, c'est que j'ai appris à apprécier Néa, même si c'est une héroïne qui de prime abord n'avait pas grand chose pour me plaire, parce que c'est une héroïne grande gueule, qui mâche pas ses mots, qui est parfois limite un peu vulgaire, donc vraiment le genre d'héroïne que j'aime pas habituellement, mais dans le premier tome et surtout dans le deuxième tome, j'avais appris à l'aimer. Je m'étais attachée à elle et j'aimais bien la suivre. Et là en fait dans ce troisième tome, et ben comme on passe vraiment d'une époque à l'autre, Néa n'est pas dans toutes les époques forcément, donc au final eh ben on la suit que pendant un tiers du livre, j'ai envie de dire. Bon, peut-être un peu plus, mais on la suit beaucoup moins que précédemment. C'est plus vraiment elle l'héroïne, même si ça reste une des figures principales, mais les autres prennent de plus en plus de place et ça m'a un peu manqué. Alors je comprends ce choix, ça va avec le choix de l'intrigue, donc c'est bien pensé, mais c'est mon petit regret. Par contre, le personnage que j'ai beaucoup aimé et que je vais citer, que je suis obligée de citer, mais ça va vous donner un indice pour ceux qui n'ont pas lu, tant pis, c'est Morgane. Morgane que j'ai détestée dans le tome 2, mais que j'ai appris à apprécier dans le tome 3. J'ai trouvé qu'elle était très humaine, même si elle est plus humaine, parce qu'elle a plein de pouvoirs particuliers et qu'elle est définitivement plus humaine, mais elle est touchante, elle est émouvante, dans ses contradictions, dans son caractère, sa personnalité très paradoxale, très extrême des deux côtés, elle m'a touchée. Voilà, elle fait des choses pour certaines raisons, elle regrette, elle réfléchit dessus. Bref, j'ai bien aimé ce personnage. Voilà, c'est un petit peu la révélation de ce troisième tome. C'est une lecture qui est dense. Il y a pas mal de descriptions, pas mal de dialogues aussi, mais quand même pas mal de descriptions. Il se passe énormément de choses. Je suis incapable de vous résumer toutes les actions qui peuvent se passer dans ce tome, tellement il y a des trucs qui se passent. Voilà, c'est dense, on s'ennuie pas, c'est sans temps mort. Toujours un truc qui se passe. Vraiment chapeau pour avoir réussi à relier toutes ces époques, toutes ces légendes, toutes ces différentes intrigues par un même fil qu'on découvre finalement à la toute fin. Voilà, chapeau bas, c'est hyper bien pensé. Bref, une excellente trilogie, très surprenante.
qui mêle plein de genres différents, qui met en scène beaucoup de personnages qu'on aime ou pas, qu'on se surprend à apprécier au fil des pages, au fil des tomes. Une grosse surprise que cette trilogie. Dans une prochaine vidéo update lecture, je vous parlerai de Phobos. C'est ma lecture en cours et comme vous le voyez, je l'ai bientôt terminé. Il me reste moins de 60 pages, ce sera terminé dans la journée. C'est le premier tome écrit par Victor Dixon, l'édition Françoisir. C'est une saga qui a énormément de succès sur Booktube, sur les blogs, auprès des jeunes adultes et même des adultes. Moi j'avoue que je suis un petit peu sceptique pour le moment. Enfin pour le moment, il me reste 60 pages donc je pense pas que j'ai un waouh à la fin. Je vous en parle plus la prochaine fois. Voilà, je m'arrête là. J'aurais aimé vous faire une vidéo très courte puisque je ne vous ai présenté que 4 livres. Et quand je vois que beaucoup de booktubeurs, booktubeuses arrivent à présenter 4 livres en 12 minutes, mais je suis... Comment vous faites? Je peux pas, c'est pas possible, je n'y arrive pas. J'arrive même pas à faire 4 livres en 20 minutes. Ou alors il faut que je vous présente un livre par vidéo. Et même ça, je crois que je ne sais pas le faire en moins de 6 ou 7 minutes. Voilà. Si vous êtes sauce imaginale et que vous me voyez au détour des allées, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, je serai ravie. Pour les autres, je vous dis à très bientôt. Vraiment très belle lecture à vous, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!